Aujourd'hui, petite début de série de vidéos en tout cas, pour vous présenter un peu la planche de Twin Tip de kite que je suis en train de fabriquer. Allez, je vous emmène direct, c'est parti. Donc en fait, je suis en train de commencer par simplement démonter les ailerons et les boots de cette planche parce que ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais utiliser cette planche, c'est celle que j'ai faite avant, qui est vraiment géniale, pour retracer l'outline. Cette outline, je vais la tracer en fait sur ça. Donc là, on est sur un pain, enfin en tout cas l'équivalent d'un pain de mousse, mais pour les planches, c'est-à-dire c'est un noyau en Polonia. J'ai collé moi-même, c'est du bois que j'ai acheté à 20 km d'ici, à un des seuls producteurs français de Polonia. C'est hyper classe, c'est trop cool, je suis trop content d'avoir trouvé ça dans le coin. Et en fait, je vais me servir de ça pour faire le noyau de la planche. Du coup, je les ai collés puisque c'est 3 lattes. En fait, si on regarde à peu près, voilà, il y en a 1, 2, 3. Il y a un petit jour, mais c'est pas quelque chose de grave parce qu'une fois que ce sera dans la planche et une fois que ce sera poncé, ça se verra quasiment plus. Et surtout, ça affectera pas la structure dans ce sens-là. Donc ça, c'est pas un problème. C'est principalement dans l'autre sens que ça va travailler. Et du coup là, il va falloir en fait venir inclure la partie en ABS, qui est la partie qui fait l'étanchéité sur le côté de la planche. Hop. Donc cette partie-là, c'est la partie qu'on voit en fait. Donc c'est en jaune ici, en noir ici et en bleu ici. Ça ici, c'était de l'ABS. Ça permet que l'eau rentre pas, en fait, fasse pas gonfler le bois. Ça, cette fois-ci, je vais faire un peu différent. Je vais le faire en résine. Enfin, dans une résine, ça va pas être de l'époxy, mais bon, voilà. Je vous montrerai ça après. Et du coup, pour faire ça, en fait, je vais faire le tracé de la planche que je vais venir défoncer. Et comme ça, je pourrais venir couler ma résine. Et donc on va venir finir de démonter ces ailerons pour avoir une base de planche qui est saine, qui est propre et qui nous permettra du coup, comme je vous disais, de tracer par-dessus. Donc pour ça, là, les ailerons, ils étaient juste vissés comme ça. Je dévisse l'un après l'autre pour essayer de pas forcer trop sur l'aileron ou le tordre. Et quand tout ça, ça a été fait, je vais prendre des serre-joints et je vais venir vraiment plaquer ma planche sur mon noyau de base, sachant que vous pouvez, si vous avez d'autres dimensions que vous voulez faire ou une forme différente, ce que vous faites simplement, c'est que vous venez reporter vos mesures directement sur le noyau. Simplement là, vraiment, j'étais très content de cette forme, je voulais pas m'embêter et aller un peu vite. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai serré ici, j'ai pris un Posca noir pour bien voir derrière mon tracé, puisque je vais venir le suivre à la défonceuse derrière, donc je voulais vraiment qu'il soit bien visible, bien épais. Et je vais comme ça tout simplement venir faire tout le tour de la planche avec mon Posca. Donc vous voyez, je prends mon temps pour que ça marque bien et que j'ai une belle trace derrière. J'ai fait pareil avec les emplacements des ailerons, c'est-à-dire en faisant un petit point dans l'espace de l'aileron et en traçant ensuite autour. Donc ici, entre mon pouce et le trait, on va devoir venir faire un trou à la défonceuse. Donc on va mettre une fraise de 8 ou 10 mm sur notre défonceuse comme ça. Et là, il va falloir un peu prendre son temps et être le plus précis possible. On va venir faire un petit chenal, un petit trou, une petite rainure tout le long du rail. Donc là, ce que vous m'avez vu faire, c'est bloquer la profondeur de la défonceuse pour pouvoir la maintenir et travailler tranquillement le plus précisément possible. Et du coup là, je fais tout le tour en suivant mon trait avec ma défonceuse et je vais obtenir quelque chose comme ça. Donc où vraiment j'ai une belle petite rainure tout le long de mon trait. Et donc si vous avez réussi à faire ça bien proprement, bravo, parce que c'est pas très facile, il faut y aller vraiment tout doucement, tout tranquillement. Si on se presse trop, on n'arrive pas trop à suivre le trait, c'est pas super. Alors là j'ai une petite fente, donc je vais la reboucher au pistolet à colle pour commencer, en attendant simplement d'avoir mis ma résine plus tard et d'avoir poncé, puisque je veux pas que ma résine coule au travers et se mette à tomber par terre quand je vais devoir couler mon rail, puisque je rappelle ici on va remplir ce rail avec de la résine. Cette petite résine, en fait, c'est pas vraiment une résine, enfin, de mémoire, c'est un PU, je sais plus exactement ce que c'est. Je vous mettrai les références si je les retrouve. En gros, le but, c'est de venir, en fait, couler les rails du Twin Tip avec cette résine qui durcit, mais qui ne devient pas 100% dur. Et qui, du coup, fait un rail qui garde un peu son flex pour pouvoir mettre la planche sous presse et pouvoir la strater, mais qui quand même devient suffisamment dur pour protéger bien la planche correctement à moyen et long terme. Voilà. Donc on va se faire notre petit mélange là, et ensuite on viendra le mettre là-dedans.
Et du coup, maintenant qu'on a mélangé la résine dans les bonnes proportions, et ben on va venir la faire couler simplement dans tous les trous qu'on a fait au préalable. Alors ici, le but, c'est de ne pas essayer d'emprisonner de bulles d'air sous la résine. Il faut vraiment qu'il y ait le moins de bulles possible parce que sinon, ça pourrait faire soit des petites faiblesses dans le rail, soit même des zones où l'eau pourrait rentrer. Donc on va venir couler notre résine tout tranquillement le long. Et il va bien falloir la laisser déborder, dépasser, pour être sûr qu'on ne manque pas de résine à un endroit. Donc mettez-en un petit peu trop partout. Normalement, avec la tension superficielle, elle reste quand même épaisse et ça devrait bien tenir et être bien propre. Et donc vous allez devoir comme ça couler l'intégralité du rail dans toute sa longueur, ainsi que les petits espaces pour les ailerons. Alors la résine a une prise très lente, donc ça la laissera un peu débuller normalement. Mais comme vous voyez, elle est quand même un peu épaisse, donc ça va pas non plus débuller super bien. C'est pour ça que quand vous la mélangez, essayez de mélanger pas trop vite, pas trop fort, pour mettre le moins de petites bulles à l'intérieur. Ça fera un rail d'autant plus qualitatif si vous prenez le temps de faire ça correctement et de faire ça bien. Et hello, retour, j'ai pas tout filmé en fait parce que c'était pas évident de tout gérer. En gros, ça y est, le rail est coulé. Donc maintenant ce qu'on voit c'est les petites bulles qui remontent un peu, c'est normal, c'est cool. Ça dégaze tout seul puisque c'est une prise hyper lente. Et du coup ça m'a l'air vraiment pas mal tout ça, hein. Donc vous voyez, on va attendre que ça durcisse et puis on viendra poncer et reprendre tout ça. Donc voilà pour la petite étape en fait de couler du rail pour le twin tip. Je vous montre un peu de plus haut, de plus loin. L'intégralité de la planche là. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, ça fait quelques jours que ça a durci. La résine est bien dure, nickel. Elle a un léger flex, elle est légèrement molle, mais c'est fait exprès. C'est la dureté short de cette résine qui est comme ça, qui est faite exprès justement, qui est choisie pour faire des champs comme ça et de rester légèrement molle. Pour qu'elle aussi puisse rentrer dans le moule, puisque la presse sous vide en fait avec laquelle on va presser et va venir donner le scoop à la planche et du coup on a besoin qu'elle se torde. Voilà, donc on ressort la ponceuse avec un grain 120 et l'idée ça va venir être de mettre tout à plat nickel parce que ça va être le dessous de la planche, donc on veut que ce soit bien plat, bien propre, comme ça on va pouvoir en fait mettre ça sur le moule et envoyer en fait la presse sous vide pour donner la planche et mettre toute la résine et la fibre. Voilà, allez, c'est parti, go! Du coup, une fois qu'on est prêt et qu'on est bien stable, on a sécurisé comme ça avec des petits serre-joints pour être sûr qu'il n'y ait rien qui bouge de trop. Et on va pouvoir lancer la ponceuse et venir creuser progressivement. Alors attention, attention, la densité de la résine est bien plus élevée que la densité du noyau. Donc il va falloir y aller très tranquillement avec ce grain 120. Le but pour le moment, c'est de pré-aplanir. On va pas aller jusqu'à aplanir complètement, on finira ça avec un rabot, mais le but c'est d'enlever un petit peu toutes les aspérités qui pourraient bloquer ou mettre le rabot de biais et faire que le rabot travaille pas bien droit, pas bien proprement. Donc il va falloir, comme je vous disais, faire attention à vraiment essayer de se concentrer sur la surépaisseur de résine et ne pas trop creuser le bois autour, puisque par effet de différence de densité, la ponceuse sinon elle va avoir une vraie tendance à poncer plus le bois que la résine. Donc c'est pour ça que vous me voyez vraiment travailler avec l'angle du pad de ponçage. Je viens vraiment utiliser cet angle pour enlever les surfaces. Une fois que ça c'est fait, on va prendre notre rabot et on va le régler sur un demi-millimètre, donc il ne faut vraiment pas que ça enlève trop de matière. Et on va faire des longues passes sans s'arrêter du haut jusqu'en bas de la planche et ça va nous permettre de vraiment venir finir de tout aplanir propre. Ça va aussi remettre notre bois au propre, c'est-à-dire que le bois était brut à ce niveau-là, en tout cas brut avant le ponçage, et les coups de rabot vont vraiment permettre de venir de remettre tout le pain de mousse au propre et le plus plat possible. Donc voilà, faites bien attention à qu'il n'y ait pas de poussière quand vous passez votre rabot et puis vous pouvez continuer comme ça sans enlever trop de matière. Voilà, on a une surface, ça va être le dessous de la planche qui est beaucoup plus lisse et beaucoup plus propre. Ça n'a pas besoin d'être 100% nickel, mais il faut que voilà, un millimètre près,
on soit bien, parce que si on n'est pas bien, ça va pas bien presser sur la table à scoop et du coup ça risque de faire des petites bulles d'air et de pas être une planche très saine. En plus, on cherche pour cette planche là en tout cas à ce que le dessous soit bien lisse puisqu'on fait pas de concave ou de choses particulières. Donc voilà le dessous qui a été bien nettoyé. Le dessus est encore brut. Je la pose pas parce que vous voyez, une fois qu'on a bien travaillé, il faut pas qu'il y ait des petits, même des petits bouts de bois, des petites choses sur la table. Le Polonia, c'est assez, la densité est quand même très faible et du coup ça va marquer. Donc on va éviter absolument de marquer. Du coup pour le moment on le pose pas, on en prend vraiment soin. Et vous voyez que le dessus pour le moment c'est que du bois, ça n'a pas du tout été travaillé encore. On enchaîne sur une partie carrément importante de la planche, ça va être les inserts. Donc j'ai ces petits inserts M6 qui sont en inox comme ça. Donc je les aime bien parce qu'ils ont une bonne prise, ils sont pas trop épais, ils sont légers, mais ils restent ultra solides. Donc vous voyez, j'ai ces petits inserts. C'est ceux qui étaient déjà dans cette planche que j'avais fabriqué avant. Donc c'est les mêmes. Ce que je vais faire un peu ici, c'est que je vais préparer la pose de mes inserts. Donc il va y avoir plusieurs petites choses auxquelles il va falloir faire attention avant de pouvoir coller les inserts. On les collera avec de la résine. Ça va être déjà, vous voyez, il ne faut pas qu'il soit trop profond. Donc on devra peut-être défoncer un peu par-dessus parce que sinon les vis de nos boots, de nos chausses ou même de nos straps, si vous faites une planche de kite avec des straps, elles risquent de ne pas passer. L'autre chose, c'est qu'il faut toujours vraiment mesurer précisément l'écart qu'il y a entre les deux trous. C'est un standard, donc normalement que ce soit des straps ou que ce soit des chausses, c'est le même standard. Simplement, vérifiez bien sur vos straps avant de les poser ou sur une planche comme ça, à quel point c'est le bon écart qu'il y a entre les deux pas de vis, puisque si vous ratez sur ça, ça va être très compliqué de visser vos straps ou vos chausses. Et le problème, c'est que ça se joue vraiment à 1 mm, donc vous ne pouvez pas vous tromper, vous n'avez pas beaucoup de marge d'erreur. Donc quand ça c'est fait, je vais regarder, parce que là c'est exactement les mêmes dimensions de planche que je fais, parce que j'étais vraiment très satisfait de celle-là. Donc là je vais regarder à quelle distance sont mes inserts, des tips, c'est-à-dire des bords de la planche, et je vais placer mes points ici pour avoir le centre de mes inserts qui sont du coup placés au bon endroit. Donc là c'est tout simple, je reporte mes deux dimensions de chaque côté pour avoir mes inserts placés là où je veux. Quand ça c'est fait, là je vais prendre un forêt, donc là c'est un forêt de 8, vous pouvez prendre 8 ou 10, ça va, ça dépend aussi de l'insert, donc vérifiez bien votre insert, il faut qu'il rentre, soit en forçant un petit peu si vous voulez qu'il tienne avec le bois, soit en forçant pas du tout, de toute façon la résine viendra le maintenir, donc c'est pas trop important, simplement il faut pas que la petite coupelle qui est dessous passe à travers tout le noyau, ça serait un peu moins solide et ce serait un peu dommage. Donc là, je viens percer tranquillement, je surveille dessous et j'y vais tout doucement parce que je veux pas que ça fasse éclater le bois quand je perce. Donc vous voyez, je tourne mais j'appuie pas. Le but ici, c'est un peu d'y aller tranquille sans faire éclater le bois dessous. Donc ici, j'ai reporté mon point au bon écart, donc par rapport au point que j'ai placé avant. Donc si vous voulez, le premier point, il est placé par rapport à la distance de l'avant de la planche et le deuxième, il est placé à la distance du premier trou pour être le bon écartement entre les chausses, ce qui va permettre de visser nos chausses ou nos straps. Donc je continue à percer ces inserts exactement de la même façon des deux côtés et normalement, vous devriez vous retrouver du coup avec 4 trous, sachant que vous pouvez en faire plus si vous voulez pouvoir déplacer vos straps. Avance grave, il commence à faire sombre, donc je vais finir la vidéo pour vous montrer. En fait voilà, j'ai fait mes trous dans lesquels il y aura les inserts. Si je vous montre sur cette planche, c'est comme ça. J'ai détouré, j'ai préparé mes côtés pour équilibrer, mais je vais peut-être un peu changer d'avis, ça on va voir ce qui ira le plus vite. Je vais un peu réfléchir dès que je passerai à l'étape d'après et voilà. Donc ça avance grave et ça tue. C'est vraiment agréable de travailler du bois plutôt que la mousse, perso je préfère. Donc je vous comprends, tous ceux qui disent on va faire des surfs en bois, on va faire des surfs en bois quoi. C'est vrai que là le Polonia, ça sent bon, c'est super agréable d'être là à poncer, à couper du bois, c'est vraiment trop cool. Et du coup, je vous avais pas montré comment j'ai détouré le long des rails, donc en fait vous pouvez le faire dès maintenant. Simplement, je prends ma scie sauteuse, toujours pareil. Donc là, il faut soit une lame pour le bois fin, soit vous pouvez utiliser une lame à métal, ça fait des coupes un peu plus propres. Et on va venir détourer vraiment au plus proche possible de notre champ en résine, c'est pas de l'ABS, pour obtenir comme ça la forme presque finale de notre planche. Et quand on en est là, on va pouvoir recommencer un peu nos stratégies classiques. On va reprendre notre ponceuse polisseuse habituelle. C'est vraiment l'outil indispensable du shaper et du bricoleur.
Et avec un grain 120, eh ben, on va venir mettre tout ça d'aplomb. Donc là, notre objectif, c'est d'enlever le bois, c'est-à-dire qu'on voit la résine par le côté et qu'il n'y ait plus de bois sur cette résine. Alors des fois, il peut y avoir des petits décalages comme on bouge avec la défonceuse, il peut rester des petits endroits où vous voyez un petit bout de bois. Ne creusez pas trop, prenez votre temps et vous finirez de vraiment poncer ça nickel à la toute fin de la planche, juste avant de la décorer. Donc là, simplement, ce qu'on veut, c'est retrouver notre résine un peu correctement, mais ce sera suffisant. On veut juste vraiment avoir notre belle outline, avoir des beaux arrondis. Donc là, il faut prendre votre temps, vous retrouvez un petit peu un travail de shape, mais à la ponceuse. Le but, c'est de ne pas avoir de bosse ou de creux et d'avoir un bel arrondi sur la planche qui est bien nickel. Donc c'est pour ça que je prends un peu ma petite cale à poncer à main avec un plus gros grain. Je voulais prendre un peu plus à plat sur les tips ici, vous voyez, je voulais vraiment avoir des beaux plats et du coup avoir une cale qui est dure, et ben ça marche vraiment mieux pour faire des plats que la ponceuse. La ponceuse, en fait, finalement, ça ponce assez précisément, ça a tendance à faire des bosses et des trous, et du coup, quand on veut avoir des belles formes, des beaux arrondis, et ben ça vaut vachement le coup de prendre sa cale à la main comme ça et de venir travailler son rail. Donc j'ai dégrossi à la ponceuse, on va dire, et je viens finir le shape à la main parce que ça va être beaucoup plus précis et beaucoup plus propre. Donc il va falloir poncer comme ça le rail dans toute sa longueur. Vous voyez, comme je vous disais, il y a pas mal de petits bouts de bois qui restent. Je les laisse là, c'est pas très grave, c'est du bois qui est très fin, qui est collé contre la résine. Il va pas bouger, il va pas nous embêter, donc vraiment c'est des choses qu'on enlèvera vraiment au ponçage final. Donc comme vous pouvez le voir, le dessous de ma planche, il commence à vraiment ressembler à quelque chose. Et je vais du coup devoir commencer à entamer et venir travailler mon dessus. Donc là, je vais mettre un peu plus de mordu sur mon rabot. Là, je l'ai mis à 1,5 mm, peut-être même 2 mm. Et l'objectif, ça va être de venir retrouver notre résine, mais par le dessus. Donc on va toujours essayer de travailler à plat pour le moment. Notre objectif, c'est juste de venir enlever assez de matière pour retrouver une planche qui fera à peu près 1 cm d'épaisseur. Le noyau fera à peu près 1 cm d'épaisseur au milieu, au plus épais. Et donc on va vouloir retrouver cette épaisseur, et normalement cette épaisseur, elle va aussi nous donner accès, comme je vous disais, à la résine qui est en dessous. Donc on commence par tout travailler à plat. Vous voyez, on passe d'un noyau brut à un noyau raboté, c'est déjà beaucoup plus joli, on voit mieux le veinage du bois, c'est bien plus beau, donc c'est très très agréable à faire. On fait toute la surface d'un coup, c'est-à-dire on ne repasse pas 2 fois au même endroit puisqu'on veut rester pour le moment le plus plat avec les meilleures références possibles. Donc si vous travaillez trop de fois à un endroit, vous allez vous retrouver avec des creux et des décalages. Donc prenez bien le temps, si vous pouvez, faites même plutôt comme je viens de faire, c'est-à-dire mettez d'abord un coup au milieu et ensuite des coups de rabot sur les côtés. En partant du milieu, vous ferez un travail le mieux possible. Donc quand ça va être fait, on va devoir venir raboter et poncer beaucoup plus nos tips, c'est-à-dire les extrémités. Comme ça, il va falloir faire attention à ne pas le faire éclater comme vous pouvez le voir ici. Donc je suis désolé, la caméra a bugué à un moment et j'ai pas pu vous montrer à quel point j'ai raboté les tips. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que avant de venir travailler les rails comme je vais le faire là, j'ai mis des coups de rabot et des coups de ponceuse sur les tips pour les descendre en fait en épaisseur. Donc j'ai fait une descente qui est progressive entre l'espace du premier insert et l'extrémité de la planche pour atteindre vraiment sur l'extrémité 2,5 mm. Donc désolé pour ça, je continue malgré ça. Donc ici, ce que vous me voyez faire, c'est mettre du rabot sur l'angle de la planche pour faire un champ qui est légèrement tombant et avoir une carre un peu plus fine sur le côté. Alors c'est pas une étape obligatoire, mais je trouve que ça a un vrai côté esthétique que j'aime beaucoup, et ça permet aussi de maintenir un noyau un peu plus épais au milieu de la planche tout en retrouvant notre rail sur le côté, puisque quoi qu'il arrive, on va devoir retrouver notre rail pour que la fibre touche le rail des deux côtés. Donc vous voyez, j'ai fait un premier côté. Et là, je vais en faire un deuxième, et l'objectif, ça va être de venir exactement comme ça, en fait, raboter. Donc je suis légèrement de biais, en fait, c'est-à-dire que j'utilise le rabot en appuyant sur le côté, je le mets de travers pour venir vraiment faire un champ qui va tomber sur le côté, qui va faire diminuer un peu l'épaisseur de la planche. Ça va lui donner un style un peu sympa, puisque sur le bord de la planche, du coup, on verra le bord qui penche vers les côtés et qui rejoint les rails, et ça fait un rail un peu plus fin. Je trouve ça beaucoup plus joli, beaucoup plus sympa. Donc pour faire ça, il faut bien prendre votre temps, il faut y aller à la main tranquille. Donc là, je vous rappelle vraiment, c'est des étapes, on est dans du shape, donc il faut prendre son temps, regarder, vraiment pas avancer trop vite, comparer ce qu'on fait, pas hésiter à remettre un coup de ponceuse si on voit pas bien et qu'on n'est pas content, bien comparer les deux côtés.
côté pour avoir vraiment le meilleur résultat possible. Donc voilà, on vient regarder sur le bord. Alors, ce que j'ai fait, c'est que à la suite des trous que j'avais percés, j'ai juste élargi autour sur le dessous avec la défonceuse. Voilà, donc ça fait à peu près 4-5 mm. C'est juste pour qu'en fait l'insert il rentre bien et il soit bien de niveau, il soit bien surtout proche du dessus, puisqu'on veut pas que ça soit trop profond ensuite pour aller chercher et ouvrir l'insert. En fait, c'est surtout ça d'ailleurs qui est assez important. Je vous montre une petite technique que j'utilise parce qu'elle fait vraiment la différence. Potentiellement, je vais en fait shaper cette planche avec du carbone, c'est pas encore décidé, mais bon, je vais le faire au cas où et de toute façon, ça me permet de vous montrer. En fait, j'utilise des petites billes en néodyme comme ça. Donc là, voilà, hop, j'ai une bille dessous. Vous voyez, à travers le bois, en fait, le magnétisme passe largement. Et en fait, j'utilise la même technique. Si vous voulez, j'en mets une. L'insert, il est bouché avec un petit capuchon comme ça. Avec un cutter, je viens passer dessous et faire sauter le capuchon. Hop, d'ailleurs, vous pouvez aussi récupérer la bille comme ça. Et en fait, du coup, ce que je fais, c'est que je mets une bille dedans. Et en fait, après, quand je vais être sous le carbone et que je vais avoir du mal à trouver mes inserts, je pourrais les reprendre à la mesure. Mais en fait, le problème avec ça, c'est que je trouve que la marge d'erreur est un peu trop forte et on risque trop de tomber à côté de l'insert. Du coup, ce que je fais, c'est que je mets ces petites billes en néodyme dedans, dans mon insert. Je remets le capuchon. Évidemment, parce qu'il ne faut pas que l'insert se remplisse de résine, c'est ça qui est le plus important. Et ensuite, comme ça, je pourrais facilement retrouver mes inserts en fait avec une petite bille comme ça. Tac, je pourrais retrouver mon insert super facilement à travers mon carbone, parce que le carbone, c'est pas comme la fibre de verre, on ne voit pas au travers. Voilà, allez, je prépare mes 4 inserts comme ça et puis je vais coller tout ça. Et du coup, une fois que tout a été préparé, on va devoir bien nettoyer la planche, bien sûr, enlever la poussière si vous ne l'avez pas déjà fait. Vous voyez, il en reste un peu ici, donc je vais au moins enlever ici vraiment proprement avec la main et en soufflant bien pour que mon scotch tienne, puisque oui, il va me falloir un petit peu de scotch de masquage pour éviter que la résine coule complètement au travers et qu'elle coule par terre, puisque évidemment, je veux que mes inserts soient bien emprisonnés dans la résine, sans bulle, mais aussi sans que ça coule par terre. Donc je vais bien appuyer sur mon scotch avec les doigts, pour être sûr qu'il n'y a pas de problème et que ça ne va pas couler au travers. Vous voyez, j'ai par ici plein de petits trous. Je viendrai les reboucher avec avec le même système de résine. Ou vous pouvez aussi le faire avec de la pâte à bois. En tout cas, voilà, il faut essayer de reboucher ces petits trous si jamais vous en avez eu ou si jamais vous en avez fait par mégarde, un peu comme j'en ai là entre les lattes ou comme j'en ai de l'autre côté aussi. Donc quand ça c'est bon, on vient retourner notre petite planche. Ici, il n'y a pas besoin de sur-nettoyer ces inserts, mais il faut juste qu'il n'y ait pas de poussière. Par contre, s'il y a des petits bouts de bois qui rebiquent ou des petites cassures, justement, on va venir les boucher avec la résine, donc vous embêtez pas. Il faut simplement que la résine tienne bien et fasse bien corps avec le bois, et du coup, il faut qu'il n'y ait aucune poussière. Donc là, tout ce qui est de plus classique, vous préparez quelque chose comme 30-40 grammes de résine avec les mesures habituelles de votre résine. Donc là, on est sur de l'époxy, donc on va toujours mesurer ça au poids. Vous voyez, j'ai une petite balance dans une pochette pour protéger la balance, au cas où ça coulerait. Petite différence, c'est que ici, on va venir ajouter quelques petites cuillerées ou quelques petites bâtonnets ici plutôt de microsphères de verre. Donc le but, c'est d'alléger un peu la résine, de l'épaissir un peu aussi et quand même de venir avoir quelque chose qui va un peu moins couler et qui va être un petit peu plus résistant que de la résine seule, même si les microsphères ont tendance à quand même rendre ça un peu cassant. L'idée, c'est aussi que ça pénètre pas trop dans le bois et que du coup, il n'y ait pas des manques de résine à des endroits où il n'y ait pas des bulles ou des choses comme ça. Donc la solidité absolue étant peut-être un tout petit peu plus faible, mais c'est rattrapé par le fait que la résine va un peu moins pénétrer dans le bois et qu'on aura quelque chose d'un peu plus sain. Et on n'aura pas à rajouter trop de résine par-dessus. Donc je mets d'abord un petit bout de résine au fond de chaque trou. Ensuite, je viens pousser mes inserts jusqu'au fond. Donc là, j'ai percé pile à la largeur de l'insert, donc ils ont du mal à rentrer. Je suis obligé de vraiment les forcer au fond. L'intérêt de ça, c'est que ça va les empêcher un peu de remonter par effet de flottaison. Donc c'est pas mal. Je regarde quand même dessous, vous voyez que je l'enfonce pas trop pour rester à niveau. Donc là, l'objectif, c'est vraiment que mon insert il soit à niveau de surface. Donc votre objectif, c'est de faire exactement la même chose, du coup de mettre votre insert à niveau de surface. Donc c'est pour ça que je viens vérifier la profondeur avec mon doigt, et si jamais je le pousse trop profond, je viens le remettre un peu d'aplomb. Et quand tout ça, ça a été fait, je vais venir recouvrir mes inserts de résine. Vous voyez, je vais bien dans les coins avec le petit bâtonnet en bois pour qu'il y ait de la résine vraiment partout, éviter les bulles et avoir une solidité sur ces inserts-là qui soit maximale.
Donc là, on va venir tout vérifier le plus possible. J'essaye de récupérer un peu de résine quand j'en ai mis trop, mais il vaut mieux avoir une petite bosse qu'on viendra poncer derrière. Donc en fait, une fois que ça aura durci, on viendra juste poncer un petit coup par-dessus pour que ce soit bien plat, évidemment. Alors pour m'éviter trop de ponçage quand même, puisqu'il y aura encore un problème de différence de densité comme d'habitude, je vais venir avec un petit chiffon ici enlever le surplus de résine. Alors vous voyez, comme il y a de l'épaisseur, j'ai tiré dessus, ça en a enlevé un peu trop ici. Donc il faudra en remettre un petit peu pour bien évidemment juste avoir un surplus, une petite bosse de résine vers le haut qu'on pourra venir poncer tout simplement. Donc, il vaut mieux en avoir un petit peu trop que pas assez, mais je viens quand même enlever avec un petit chiffon les coulures qu'il y a autour pour m'éviter trop de ponçage et trop de risque d'abîmer la base de ma planche. Ok ? Donc il n'y aura plus qu'à laisser ça durcir et à poncer tout ça. Ici on va venir sur notre table à scoop. Donc je vous montre ma table à scoop. C'est une table à scoop vraiment très très bête où il y a juste une planche en métal qui est vissée sur des montants en bois qui viennent la tenir et qui sont surélevés. Alors c'est une table à scoop que j'ai déjà utilisée. Si vous ne savez vraiment pas comment faire une table à scoop comme ça, on pourra faire une petite vidéo sur une explication de comment faire. Simplement ici, j'allais pas en refaire une puisque j'en avais déjà une sous la main. Simplement ce que j'ai fait, c'est que je l'ai surélevé parce que je voulais un peu plus de scoop puisque je vais faire une planche plus épaisse et qu'on a un problème de retour de scoop que je vous expliquerai à la fin. Donc là, ce que vous m'allez faire, c'est juste poncer la table pour être sûr qu'elle est bien propre et que j'ai pas d'aspérité. Quand ça c'est fait, je vais prendre une bâche à vide exprès sur laquelle je vais venir mettre du joint d'étanchéité. Ce joint d'étanchéité noir, c'est un espèce de joint double face comme ça. Et je vais devoir prévoir 20 à 30 cm plus large et plus long que la longueur de ma table à scoop. Pourquoi ? Parce que sinon, j'aurais pas assez d'espace pour venir glisser facilement ma planche dedans. Alors ne faites pas cette erreur, je l'ai fait vraiment plein de fois. Je l'ai d'ailleurs fait qu'une fois en essayant de fabriquer des skis et c'est très casse-pied si on se rate. Donc vous voyez, je fais des petits plis dans mon joint au fur et à mesure que j'avance. Et pourquoi je fais ces petits plis dans mon joint ? C'est parce que je veux pas que ma bâche à vide soit plaquée parfaitement sur la table à scoop. Je veux avoir assez de place pour pouvoir la soulever et glisser proprement et précisément ma planche à l'intérieur. Donc vous voyez, j'ai fait ça en face. Je vais aussi faire ça sur les côtés, ces petits bourrelets. Et comme ça, ça me permet de bien viser et d'arriver au niveau où j'ai mon angle, bien correctement sur l'angle. Et j'ai juste à bien tout venir pincer comme ça pour que l'étanchéité soit faite dans toute la longueur. Alors, quand ça a été fait, on va revenir sur le dessus. Et là, ce qu'on va couper, c'est notre polyane. Donc, c'est le film plastique qui va nous permettre de bien venir démouler tout correctement. Donc là, ce film plastique, je vais le couper grossièrement à la largeur de la planche, mais il faut que ça rentre quand même entre les deux joints de mastic. Ok ? Donc j'avais pris mon noyau par-dessus pour le tenir et j'ai bien ma première couche de polyane et ma deuxième couche. Donc j'en ai coupé deux couches puisque il va m'en falloir une sur le dessus et une sur le dessous. Donc une fois que j'ai coupé mon polyane, c'est-à-dire mon plastique, je vais pouvoir couper mon tissu d'arrachage. Le tissu d'arrachage, c'est ce qui va séparer en fait la fibre de verre qui va être connectée avec la planche de tout le reste de notre matériel à vide. Donc c'est un peu difficile à couper, il faut prendre son temps et avoir des bons ciseaux ici pour couper ça correctement. Et du coup, on va faire comme pour l'autre côté, c'est-à-dire qu'on va couper deux couches. Donc ici, la largeur du tissu nous permet de faire deux planches. Donc en fait, je vais juste recouper dans la largeur. Et comme ça, j'aurai ma marge de tissu pour mettre une couche dessus, une couche dessous. Alors, le tissu d'arrachage, vraiment, c'est le gros indispensable quand vous mettez sous vide parce que à la fois, ça va vous faire une finition impeccable, ça va permettre à l'air de quand même bien se répartir, certaines bulles de s'enlever et ça va surtout vraiment permettre de séparer en fait tout votre drain et tout votre matériel de mise sous vide avec votre stratification et votre planche. Donc là, vous voyez, je viens vraiment procéder à la mise à niveau ici à l'arrière, c'est-à-dire que je viens juste couper à la bonne longueur pour que tout rentre dans le moule entre les joints, puisque si ça fait trop de plis, c'est compliqué. Donc maintenant que j'ai coupé mon polyane et mon tissu d'arrachage, je vais couper du drain ici. Donc le drain, il a pour objectif de répartir l'air qui est aspiré par la pompe à vide. Donc là, vraiment, c'est du drain classique fait pour. Et là, exactement de la même manière, je vais pouvoir le plier et le mettre de côté une fois que je l'ai coupé aux bonnes dimensions. J'en mettrai pas dessous du drain puisque le vide va être fait que dessus. Donc maintenant que j'ai préparé tous mes consommables pour la mise sous vide, je vais devoir préparer mes consommables pour la stratification. Donc ici, vous pouvez voir un beau carbone que j'ai acheté exprès puisque je voulais avoir un beau dessus en carbone sur toute la planche. Alors là, si vous ne voulez pas
rater votre strate en carbone, il faut manipuler le tissu avec une attention et une douceur sans limite, parce qu'en fait sinon ça crée des petits décalages entre les boucles. Alors c'est quand même un tissu un peu plus rigide que la fibre de verre, donc ça a moins tendance à s'abîmer, mais quand même ça s'abîme beaucoup, et si vous tirez un peu trop d'un côté ou d'un autre, et bah, vous allez tordre le tissu, l'abîmer, et à la fin vous n'aurez pas une planche vraiment magnifique. Alors que vous verrez là, j'ai vraiment bien réussi à le faire, et à la fin, ça fait la finition carbone de la planche est vraiment de qualité professionnelle, voire même parfois même mieux que ce que font certains pros. Vraiment, j'étais très content, et ce qui m'a permis de faire ça, c'est vraiment prendre mon temps ici à la mise en œuvre, de bien le laisser plaquer à plat, de faire bien attention à ce qu'il n'y ait aucune bulle, aucun pli, et vraiment ça c'est indispensable si vous voulez un beau résultat. Après voilà, vous ne serez jamais déçu avec le carbone quand même, parce que même s'il y a quelques petits plis, vous mettez votre déco par-dessus. Donc bref, vous m'avez vu, j'ai bien détouré autour de la planche, je laisse quelques 1 à 2 cm sur le côté tout autour. Et quand ça c'est fait, eh ben, je vais venir rouler le tissu sur lui-même. Parce que là, pour cette planche, on va avoir 3 couches de tissu dessus, 3 couches de tissu dessous. Donc à chaque fois, c'est du Siose, carbone et du Siose fibre de verre. Donc on va se retrouver avec à peu près 600 grammes de tissu de chaque côté. Et donc, je vais devoir couper 3 couches de tissu de chaque côté. Donc, je vais mettre 2 couches de carbone dessus et 3 couches de fibre de verre dessous. Donc, c'est la même fibre que j'utilise pour la Strat. C'est un taffetas en Siose en 220 grammes par mètre carré. Donc, vous voyez, j'en roule plusieurs à la fois. C'est pas trop grave. L'important, c'est de les rouler, d'essayer d'éviter de faire des plis. Vous voyez, je l'ai enlevé avec ma main, le petit pli, pour que la fibre reste bien belle et qu'elle puisse bien débuler, que la Strat soit super. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un premier petit jet de résine sur le dessus de la planche, parce que j'ai préparé un premier pot de résine, et quand ça a été fait, eh ben, je vais pouvoir venir poser ma première couche de carbone là-dessus. Donc je mets toujours un peu de résine dessous, ça évite d'avoir à faire pénétrer trop de résine du premier coup dessous. Ça va permettre d'être sûr que la connexion entre la fibre et la planche se fait bien, et du coup je trouve que c'est vraiment pas mal comme ça. Alors là, je viens reprendre ma résine, et là, je vais venir tranquillement étaler ma résine sur mon carbone. Alors le carbone, ça ne devient pas transparent comme la fibre de verre quand c'est assez imprégné. Donc il y a un côté un petit peu plus subtil, il faut vraiment y passer un peu plus de temps, manipuler un peu plus, puisqu'on veut être sûr qu'il y a bien eu assez de résine à l'intérieur, et à la fois que bah, ça s'est bien passé. Vous voyez, là, j'ai eu un problème, c'est-à-dire que j'avais une poussière ou un petit bout de quelque chose sous mon carbone, et je pensais que ça allait poser problème, donc j'ai tout soulevé pour tout remettre. C'est pas génial, mais bon, je trouvais ça mieux de faire ça que de laisser cette petite poussière ou ce petit morceau de bois dessous. Donc là, quand c'est comme ça, comme je vous disais, on va devoir bien imprégner toute notre fibre de carbone. Donc c'est un peu plus dur à faire que la fibre de verre, comme je vous disais. On repasse plusieurs fois et on vérifie bien que le tissu est saturé, c'est-à-dire on voit bien qu'il est bien mouillé, qu'il colle bien à la planche. Ça veut dire que la résine est bien passée au travers sur toute l'épaisseur de la fibre, et qu'elle a bien un côté mouillé, qu'elle a perdu un peu ce côté un peu sec qu'elle a de base. Mais comme elle est brillante, c'est vraiment pas très facile à voir. Donc voilà, il faut prendre son temps, il faut avoir un peu du ressenti. Si vous n'avez jamais fait de fibre de verre avant, faites peut-être pas du carbone du premier coup, parce que c'est vraiment beaucoup plus cher et c'est quand même un petit peu plus dur à faire. Mais si vous le sentez, allez-y. Je pense que vous ne serez pas déçus, simplement passez un peu plus de temps. Donc quand on a mis la couche de carbone, eh ben, on peut venir mettre les couches de fibre par-dessus. Tout simplement, on va les imprégner en résine exactement pareil. On vérifie bien que toute la planche est bien couverte par la fibre de verre. Alors, très important quand même, évidemment on va devoir faire la même chose sur le dessous de la planche. Donc là je suis désolé pour après, caméra a encore eu un petit problème et il y a des vidéos qui ont sauté. Donc je vais finir de vous expliquer, simplement vous n'allez pas voir quand je mets le tissu d'arrachage. Donc là ce qui se passe, c'est que ma fibre étant mouillée dessous, vous voyez ma fibre de verre elle fait un peu des siennes, elle ne veut pas se mettre comme il faut. Donc je vais vraiment prendre le temps de la positionner le mieux possible pour qu'elle recouvre bien mon carbone, et surtout pour que j'ai vraiment aucune bulle, puisque je veux que mon carbone soit bien joli, bien propre en transparence. Donc je prends mon temps, tant pis, de toute façon c'est une résine qui prend sur 3-4 heures, donc j'ai quand même le temps, et je vais pouvoir manipuler ça le mieux possible pour avoir un résultat et une finition qui va me plaire et qui va être nickel. Ok, donc là le but c'est de placer notre fibre bien correctement, et quand on aura placé nos couches de fibre et nos couches de carbone, je rappelle, je mets à peu près 600 grammes de fibre en tout, plutôt presque 700, et je mets donc 3 couches de Siose de chaque côté. Donc là, quand j'ai fait ça de ce côté, ce que je vais faire, c'est que je vais venir, sans mettre de résine, placer mon tissu d'arrachage par-dessus.
en appuyant dessus et en enlevant les bulles avec les mains. Et je mettrai mon polyane, c'est-à-dire mon tissu en plastique, par-dessus mon tissu d'arrachage. Et quand ça c'est fait, je retourne la planche et je fais toute la strate de l'autre côté aussi. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que vous allez vous retrouver avec au milieu votre noyau. De chaque côté de la planche, vous allez vous retrouver avec 3 fois 200 grammes de fibre de verre. Et par-dessus, c'est-à-dire après ces 300 grammes de chaque côté, vous allez vous retrouver d'abord avec un tissu d'arrachage des deux côtés, ensuite avec un polyane qui va empêcher le tissu d'arrachage de coller aux autres matériaux, qui va empêcher trop de résine de remonter. Et par-dessus, vous voyez, donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le millefeuille dont je viens vous parler à l'intérieur de la presse. Donc vous voyez, j'ai mon polyane, mon tissu d'arrachage par-dessus. Et dessous, j'ai la même chose, c'est-à-dire j'ai d'abord mon tissu d'arrachage sur la fibre et ensuite mon polyane bleu en plastique. Et quand tout ça c'est fait, je mets ça dans la presse et je viens prendre ici mon drain. Donc le drain, il n'y en aura que dessus. Et je vais répartir mon drain sur toute la planche. Donc là, le but, c'est vraiment que le vide soit fait correctement dans cette pochette, puisque en fait, souvent, ce qui est difficile, c'est d'avoir un vide qui n'est pas bien réparti ou qui fait trop de plis et qui va venir faire des plis à la planche. Donc là, le but, c'est de vraiment répartir le drain jusqu'au bout, puisque en fait, on n'avait pas fermé l'entrée avec le double face. Là, vous voyez, on va le fermer progressivement. Donc ici, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de coller le double face sur le bord. Donc il faut bien vérifier avant que la planche elle a été positionnée là où on veut. Et là, je vais mettre le tube de la pompe à vide, puisque évidemment il faut quelque chose qui vienne aspirer l'air pour que cette presse elle fonctionne, puisque c'est une table à scoop. Et donc on utilise le vide pour que ça marche bien. Donc là, je viens mettre du drain autour du tuyau pour pas que le tuyau se bloque contre en fait, la bâche à vide et qu'il l'empêche du coup de faire le vide fort et correctement. Donc là, je le replie un peu mieux. Et en fait, quand ça sera fait et que tout sera bien positionné, eh ben, je vais pouvoir continuer de coller mon double face sur toute la largeur de ma table à scoop pour vraiment permettre au vide de se faire correctement. Donc le but, c'est qu'il y ait de l'air qui puisse passer nulle part. Alors quand vous allez démarrer votre pompe, il va y avoir des petits passages d'air, vous allez les entendre et il faudra simplement venir réappuyer et venir refermer, rappuyer sur toutes les petites zones qui laissent passer de l'air. Comme ça, l'air... Et donc... là, j'ai tout fini de fermer, j'ai lancé ma pompe à vide et je viens, vous voyez, vérifier que tout se passe bien, essayer d'avoir des tissus un peu à plat, d'éviter d'avoir des trop gros plis au milieu qui pourraient tirer la fibre sur elle-même et faire une bosse. Et je viens ici appuyer sur toutes les zones qui sont pas bien plates. Je vérifie que les tissus passent pas sous la planche pendant qu'elle se met sous presse, parce que si ça passait dessous, pareil, ça pourrait créer un déséquilibre ou créer quelque chose de pas propre. Et je viens réappuyer sur tous mes plis et toutes mes zones, encore une fois, pour vérifier que l'air ne passe pas. Et vous allez souvent avoir des micro-plis qui laissent passer l'air. Donc là, il faut bien tout contrôler, il faut être assez patient et il faut regarder cette pompe à vide faire son travail. Voilà. Alors si ça commence à ressembler à ça, c'est que vous avez vraiment bien réussi. Les petits trous, en fait, c'est la résine qui passe au travers du polyane. C'est qu'en fait, c'est un micro perforé, c'est-à-dire qu'il y a des tout petits trous qui viennent très légèrement laisser la résine en trop remonter. Ça, ce que ça permet de faire, c'est que ça permet de sortir un peu de résine qui pourrait être en trop dans le composite. Et donc si vous voyez tous ces petits points apparaître, c'est vraiment que vous avez bien bossé. Normalement, au toucher, ça doit être très dur, ça doit être très rigide, puisque tout doit être bien plaqué sur la plaque à vide. Et là, vous voyez, super job, quoi. Là, je suis super content. Vous pouvez vraiment apprécier le truc. Si vous avez réussi à faire ça, vous voyez, j'ai pas de gros plis, donc j'ai que des micro-plis, mais franchement, ils se verront pas, ceux-là. Donc l'important, c'est de ne pas avoir de gros plis, parce que ça ferait des bulles dans la fibre et ça affecterait la structure et la qualité de la planche. Donc là, vous allez pouvoir aller vous coucher, vous reposer un peu parce que souvent, c'est quand même assez prenant intellectuellement et physiquement de faire ça. Et vous laissez tout ça durcir et travailler pendant la nuit. Et le lendemain ou le surlendemain, vous venez tout déballer. Donc ça, c'est vraiment un moment très agréable, un peu stressant aussi parce qu'on n'est jamais 100% sûr de à quoi ça va ressembler et si on va avoir réussi à faire ce qu'on voulait. En tout cas, ici, ça a l'air bien parti. Donc je vais venir progressivement tout venir déballer, retirer mon mastic, retirer tous les consommables qui sont par-dessus, donc la bâche, le polyane. Et il va falloir venir ensuite, quand on aura retiré ça, réussir à décoller la planche de la table à scoop. Donc normalement elle n'aurait pas trop dû coller, mais il s'avère quand même qu'en général ça colle un peu. Donc voilà, même à travers le micro perforé, ça colle un peu et on va devoir prendre notre temps et prendre un peu une raclette pour venir retirer tout ça du moule. Donc là, je prends d'abord le temps d'un peu enlever tout le double face tranquillement, comme ça j'ai plus de place pour tirer avec mes doigts. Vous voyez, j'essaye de tirer, mais
ça va pas venir tout seul, je voudrais pas tout arracher non plus. Donc je vais y aller progressivement, je vais venir décoller les coins un par un pour essayer de faire sauter toute la planche en même temps. Donc à ce moment-là, c'est aussi là qu'on va avoir notre retour de scoop. Le retour de scoop, c'est assez dur à calculer, mais il faut quand même prévoir toujours le double, voire même 2 fois et demi le scoop que vous voulez sur votre table à scoop. Je veux dire en scoop final, ça dépend du bois que vous utilisez, ça dépend de l'épaisseur de bois que vous utilisez. Donc ça dépend vraiment de l'essence, de l'épaisseur, à quel point vous pressez fort et à quel point vous mettez beaucoup ou pas de fibres. Donc ça varie quand même pas mal, c'est dur de donner une vraie recette exacte. Mais ça va être assez important de prendre en compte ce retour de scoop, sinon vous allez vous retrouver avec une planche qui va être trop plate et qui sera inrideable. Donc là vous voyez, j'enlève les 2 premières couches, ça a vraiment de la gueule dessous. Donc là clairement à ce moment-là je commence à me dire oh là là ça va être de la bombe, j'ai vraiment bien réussi. Et du coup là je voulais surtout voir s'il y avait des bulles sous le carbone ou pas, donc je soulève un peu le tissu d'arrachage et là il n'y a pas une bulle, le carbone est magnifique. Donc là, ouais, grosse excitation parce que vraiment, c'est incroyable. Donc avant d'enlever trop le tissu d'arrachage, je vais essayer de glisser la raclette sous la planche pour venir la sortir du moule, comme je vous disais. C'est pas évident, donc j'avance petit à petit comme ça, je la mets d'un côté puis de l'autre, d'un côté puis de l'autre. J'essaie de gagner un peu du terrain pour essayer de soulever la planche sans tout abîmer, sans délaminer la fibre ou sans faire un peu une bêtise qui pourrait endommager la planche. Donc il faut être un peu patient sur cette étape-là et il faut vraiment venir essayer de soulever tout ça pour essayer de pouvoir récupérer notre planche et récupérer notre moule. Donc vous voyez, en gros c'est bien collé. Donc j'ai pris une raclette en métal pour passer dessous parce que la raclette en plastique était trop épaisse et puis elle ne voulait pas passer. Donc là, la raclette en métal ça va tout de suite mieux. On fait attention à ne pas tout abîmer, mais là elle rentre bien dessous et ça va permettre de décoller la planche très rapidement. Je pense que là ça ne doit plus être trop loin. Vous voyez, on sent vraiment que la raclette, elle rentre et tac, ça y est, c'est décollé. Donc là, oh là là, trop bien. Donc, vous voyez, le scoop est quand même cool. On voit dessous tout de suite. Je viens vérifier le dessous parce que j'ai peur qu'il y ait des plis dessous. Et là, le dessous, les gars, pareil, il est absolument parfait, absolument magnifique. Donc là, je retire le polyane. Je suis hyper content parce que vraiment, c'est très dur de faire une belle planche bien propre sans avoir de bulles. Donc là, le fait d'avoir réussi comme ça un dessous hyper propre sans la moindre bulle, c'est une vraie réussite, c'est un vrai succès. Pareil, je viens décoller un peu mon tissu d'arrachage parce que je voulais voir à quoi ça ressemblait, je voulais voir s'il y avait des bulles, je voulais voir comment était la finition. Et c'est vraiment, vraiment nickel. Donc là, une très grosse satisfaction sur ça. Donc là, vous voyez, on a avancé notre déballage. Alors, enlevez pas forcément votre tissu d'arrachage tout de suite ou ne l'enlevez tout de suite que si vous prévoyez vraiment de faire votre côte. Parce que en fait votre côte sera d'autant plus réussie que si vous ne touchez pas et vous mettez pas trop de poussière entre le déballage et le côte. Donc là vous voyez j'ai retiré le tissu d'arrachage parce que je voulais vraiment voir comment était le carbone et je vais pas tarder à faire le côte derrière. Donc là je vais vous montrer un peu le retour de scoop. Vous voyez quand même il y a une grosse différence entre la table à scoop et la planche. On a quand même quelques centimètres, donc c'est vraiment remonté. Après c'est normal, c'était pris en compte, donc vous voyez là, on voit que la planche a quand même un bon scoop. Moi ça me paraît bien. Mais voilà, il y a quand même ça vraiment à prendre en compte parce que vous voyez, quand vous allez la décoller, elle va très clairement remonter et elle n'aura pas autant pris forme qu'on l'aurait souhaité. Donc c'est pas grave, c'est normal. Simplement, n'oubliez pas de prendre ça en compte. Je vous rappelle 2 fois à 2 fois et demi le scoop que vous voulez si vous voulez un bon résultat. Donc là, je vais faire un premier coat. J'avais plus de pinceau, donc ça va être un peu un premier coat que je vais faire avec la raclette. C'est pas grave. Parce que je vais le reponcer et je referai un coat plus tard par-dessus. Donc je vais faire un premier coat un peu fin ici. Et pourquoi j'ai rien détouré, j'ai rien travaillé? Parce qu'en fait j'ai remarqué que c'est beaucoup plus simple et beaucoup moins de travail de faire le coat à la planche comme ça quand elle est à la sortie de presse et de tout détourer et de tout poncer avec. Ça fait un meilleur résultat, ça permet d'éviter d'avoir la résine qui va faire un petit boudin ou couler sur les rails et qui va quand même être un peu casse-pied à poncer derrière. Ça demande de mettre des scotch, des trucs. Donc plutôt que de faire tout ça, je déballe la planche et je vais tout de suite, première chose, faire un coat. L'intérêt de faire ça, c'est qu'en plus votre planche, elle n'a pas eu le temps de prendre la poussière, elle n'a pas eu le temps de prendre le gras de vos doigts en la manipulant plein de fois. Donc le coat va être de bien meilleure qualité, il va être plus facile à faire, il va avoir moins tendance à faire des œillets. Il faut savoir que quand vous avez utilisé un tissu d'arrachage, globalement, j'ai remarqué les coats sont de bien meilleure qualité parce qu'il y a une bonne accroche mécanique, la résine se répartit mieux, bref, c'est un peu... C'est un tissu qui est aussi fait pour laisser une bonne surface pour venir faire un coat derrière. Donc voilà, rien de surprenant à ce niveau-là, c'est fait pour. Là vous voyez, je pense qu'il y avait trop d'humidité dans la pièce. À ce moment-là, il faisait relativement froid, j'étais en hiver.
Et j'ai pas trop contrôlé l'humidité de la pièce. Et vous voyez, ma résine, elle est vraiment blanchissante. Et elle a pas mal de bulles à l'intérieur. Donc j'étais assez déçu de ça. Je pense que c'est pour ça, ça m'avait rarement fait ça avant. Mais là, il y a un vrai problème d'humidité. Que ce soit dans la résine, soit vraiment en fait dans la pièce. Alors après, il faut savoir que sur de la fibre de verre, d'habitude, ça se voit moins. Là, sur le carbone, tout de suite, les micro-bulles et les traces d'humidité, on les voit tout de suite. Donc bon, un peu embêtant parce que le carbone, je veux vraiment qu'il soit beau gosse, je veux vraiment avoir un beau résultat sur mon carbone, donc avoir des traces blanchâtres de résine par-dessus, c'est carrément décevant. Donc ce que je vais faire, c'est que je prendrai la torche, le chalumeau, et je viendrai essayer d'enlever, retirer un peu les bulles et retirer un tout petit peu l'humidité de la résine avec. C'est pas ultra recommandé, mais il y a des personnes qui font ça pour retirer les bulles, et ça marche quand même puisque ça vient chauffer la résine vraiment en surface, ça la liquéfie beaucoup plus et les bulles remontent. J'ai remarqué un peu que ça a une tendance à venir enlever les traces d'humidité aussi. Donc si jamais vous faites ça, faites extrêmement attention. Il ne faut pas brûler sa résine, il ne faut pas rester trop longtemps au même endroit, c'est très subtil. Donc je recommande vraiment pas ça si vous n'avez pas essayé de le faire avant, si vous ne connaissez pas un peu. Mais bon, je vous montre quand même cette technique parce que là, le résultat, vous voyez, on le voit bien, il est tout blanchâtre, ça ne va pas aller du tout. Donc on va être obligé, une fois qu'on a réparti toute cette résine avec notre raclette pour faire notre premier gel coat, donc un peu fin, plus fin que si j'avais à utiliser un pinceau, et je viendrai sortir le chalumeau et venir mettre un peu ça en ordre un peu plus correctement. Donc pour le moment, avant de faire ça, je viens finir de répartir ma résine le plus à plat possible avec ma raclette. Je fais attention de ne pas faire trop de traces de raclette et d'avoir un truc à peu près bien puisque je vais devoir poncer un petit coup entre les deux quand même pour remettre ça à plat avant de faire mon deuxième coat. Donc j'essaye quand même d'avoir, malgré le fait que je suis en train de tout répartir la raclette, d'avoir le coat le plus propre possible. Et quand ça c'est bon, je prends mon petit chalumeau. Et je sais pas si vous le voyez sur la vidéo, mais vraiment ça marche ultra bien. Ça va vraiment rendre ma résine complètement transparente, enlever les petites bulles et enlever ces espèces de traces bizarres d'humidité ou de micro-bulles. Je sais pas exactement ce que c'était. Donc là, faites attention, vous voyez, j'ai failli mettre le feu à la fibre qui était devant. Et vous voyez, on voit super bien, d'un seul coup, la résine redevient nickel transparente dès qu'elle passe sous la flamme. Donc, par contre, faut, comme je vous disais, vraiment pas rester trop longtemps au même endroit et pas venir endommager ou cramer votre résine. Donc c'est assez important de faire très très attention. Mais vous voyez, regardez, c'est impressionnant comme ça marche super bien ici. Ça retire tout de suite le côté blanchâtre et on se retrouve avec une résine qui est miroir, bien belle. Donc ça aura très très bien marché. Ça m'aura évité d'avoir des petites traces en plus. Et hello, suite de la fabrication du coup du Twin Tip. Donc le coat que j'avais fait sur le dessus qui est pas très propre. Mais c'est pas grave du tout parce que c'était un coat fin fait au squeegee. Je vais pouvoir le poncer un coup et je viendrai refaire un coat par dessus celui-ci. Donc j'aurai double coat sur le dessus et sur le dessous. Jusque là j'avais laissé pour le moment le papier pour vraiment le protéger. Faut vraiment éviter en fait la poussière, du gras des doigts, des choses comme ça de venir dessus. Je vais l'ouvrir maintenant et aller faire le coat tout de suite derrière. Comme ça, il y a peu de chances que ce coat là soit affecté en fait par quelque chose. Ça va vraiment juste être tout propre, comme s'il était sorti en fait de sous vide à l'instant. Vous voyez, là j'avais commencé à le décoller, mais je me suis arrêté. C'est très très beau, c'est très très propre dessous, j'adore. J'ai vraiment très bien réussi ma strat, je suis super content de cette partie là de la strat et de cette planche là. Donc voilà, c'est parti pour la suite. On va ouvrir ce truc. Et donc, comme je vous disais là, cette fois, on va venir retirer du coup notre tissu d'arrachage du dessous qu'on n'avait pas retiré. Donc, on peut continuer d'apprécier ce qu'on a fait ici. La qualité du dessous de la planche est vraiment très satisfaisante. Donc, très sympa. Quelques microscopiques bulles d'air, mais c'est vraiment rien du tout dans une strate comme ça. On les voit à peine, vous voyez. Donc, le tissu a été peut-être à peine trop tiré sous vide, vous voyez, il vient blanchir légèrement, mais si vous remarquez que vous regardez des planches industrielles, elles sont très largement plus blanchies que ça, d'ailleurs elles manquent souvent un peu de résine finalement. Donc là on est vraiment sur la quantité de résine dans la fibre parfaite, je pense qu'on a atteint le ratio 50-50 un peu optimal. On peut descendre un peu plus bas sur ces ratios, c'est-à-dire qu'en fait la fibre, elle peut être plus ou moins imprégnée de résine en ratio. Et là, je pense qu'on est sur vraiment quelque chose d'optimal en termes de solidité, donc on verra la planche si elle marche bien dans le futur, mais voilà. Donc là, le tissu d'arrachage a été retiré.
on peut vraiment voir que le résultat est super propre et on va tout de suite passer aux côtes. Alors là vraiment j'avais le même problème, c'est que j'étais toujours pas repassé par les magasins, j'avais pas pu racheter de pinceau, donc ne refaites pas un côte au squeegee comme je suis en train de le faire. Évidemment faites un côte avec un pinceau bien beau, bien propre, vous serez beaucoup plus content du résultat. Faire des côtes au squeegee ça marche pas du tout, c'est vraiment juste que là j'avais pas le choix, j'avais pas d'autre option, j'avais besoin de tourner les vidéos maintenant pour pouvoir avancer et passer à d'autres projets après, bref. Je pouvais pas faire à un autre moment. Donc j'ai choisi de faire mes côtes au squeegee plus épais et les poncer un peu. Il faut savoir que j'ai un peu mieux réussi ce côte là. Mais voilà, c'est pas du tout recommandé. Vous prenez un beau pinceau tout propre, tout neuf et vous faites votre côte nickel. Vous serez beaucoup plus content du résultat. Et la planche sera bien mieux si vous faites ça. Donc ceci étant dit, je vous montre quand même la suite de la vidéo, hein. Je viens répartir ma résine par-dessus toute la planche. Donc là vous voyez, on voit vraiment les belles lattes de bois qui ressortent. C'est assez joli puisqu'on voit que c'est des vraies grandes lattes, que c'est pas juste des petites lattes de bois qui ont tout été collées ensemble. Donc c'est assez sympa, le noyau en bois ressort pas trop mal déjà comme ça. Je pense que je le décorerai un peu quand même parce que c'est pas non plus le plus joli noyau en bois qu'on aura vu. Le bois est un peu noirci par endroits puisqu'il n'a pas pu être assez poncé pour vraiment venir retirer cette espèce de, je sais pas comment dire, de noircissement, presque une oxydation du bois. Bref, pour enlever ça, ou c'est peut-être de la saleté, mais je pense pas parce que j'ai vraiment nettoyé et quand même déjà pas mal poncé. Donc peut-être que le bois simplement est comme ça. Bref, en tout cas, ça ressort pas trop mal. On verra les idées de déco. À ce moment là j'avais vraiment aucune idée de comment décorer la planche, donc on verra ce que je ferai dessous. Peut-être que je laisserai comme ça jusqu'à ce que je trouve une belle idée ou un beau truc à faire de répartition de la couleur sous toute la planche, parce qu'en plus vous voyez, on voit l'emplacement des inserts, donc c'est pas non plus nickel quoi. Voilà. Une fois que ce côte a durci, on va prendre notre scie sauteuse et là avec la scie sauteuse on va venir couper le long de la board. Alors là attention à pas forcer trop, attention à pas vous rapprocher trop et à venir mordre dans le rail. Ici si vous voulez, il faut faire très attention avec la scie sauteuse parce qu'il y a un gros problème, c'est que la scie sauteuse elle monte et elle descend, elle peut avoir tendance à mordre trop fort et en fait faire sauter la fibre, alors ça peut vous faire délaminer la planche. Donc, il vaut mieux laisser un tout petit peu d'espace, couper à quelques millimètres de large. Mais d'un côté, couper à quelques millimètres de large, si la scie s'arrête un peu fort ou mord un peu fort, ça peut tirer et faire encore plus de levier. Donc, pas facile, il faut prendre une lame avec des dents fines, pas du tout une lame à bois ou une lame comme ça avec des grosses dents, il faut vraiment la lame avec les dents les plus fines possibles, ça évitera d'accrocher trop. Vous mettez pas une vitesse qui oscille trop, vous mettez vraiment une vitesse qui bouge que de haut en bas et pas d'avant en arrière, comme vous avez le réglage normalement sur la scie sauteuse. Et là, moi je préfère longer le rail, il y en a qui laissent quelques millimètres, qui viennent poncer après. J'ai l'impression que je fais moins de bêtises et que j'abîme moins la planche en longeant le rail, donc perso je choisis de vraiment longer le rail. Et je vais venir couper comme ça tranquillement. Alors là, les gars, il vous faut un masque P3 indispensable. Là, vous voyez, ça saute un peu, c'est pourri. Ça, il faut vraiment faire très gaffe. Et comme je vous disais, vous prenez un masque P3 parce que là, les poussières, c'est le pire cancer de la planète. Couper de la fibre avec de la résine, c'est vraiment le truc le plus poison possible. Donc, vous prenez surtout un très bon masque à respirer puisque sinon, vous allez vous détruire la santé. Et du coup, ça étant dit, vous venez poncer comme ça, couper tranquillement avec la scie sauteuse jusqu'à ce que vous ayez détouré toute la planche. Et quand ça va être le cas, là, vous allez vraiment commencer à voir à quoi la planche va ressembler. En général, c'est extrêmement satisfaisant ce moment-là puisque on va pouvoir commencer à poncer et commencer à un peu se rendre compte de quelle qualité va avoir cette planche. Donc là, j'ai pris un grain 180. Je reprends ma ponceuse polisseuse habituelle avec laquelle je fais absolument tout et je vais venir tout poncer progressivement, c'est-à-dire tout le tour du rail, et quand j'aurai fait tout le tour du rail, je ferai tout le dessus et tout le dessous. Donc là, il faut prendre son temps, il faut faire attention un petit peu à pas délaminer les fibres non plus comme je vous le disais avant, c'est-à-dire que la ponceuse aussi peut par effet de frottement pousser la fibre vers l'extérieur et la faire délaminer. Donc c'est vraiment un truc où il faut prendre son temps, faire très très attention à ce qu'on fait et venir poncer comme ça tranquillement jusqu'à trouver l'intégralité de notre rail. On fait attention à ne pas faire de trous et puis voilà, hein, on vient tranquillement faire le tour de la planche comme ça, retirer toute la fibre qui est en excès. Là, évidemment, comme tout à l'heure, il nous faut un masque avec un filtre à poussière P3 minimum. C'est vraiment ici l'endroit où c'est poison quand on ponce vraiment sur le côté cette fibre de verre là. Ça, c'est vraiment quelque chose de très toxique, donc on fait très attention à sa santé comme toujours.
Donc quand ça c'est fait, je vais venir retravailler un peu les tips aussi. Donc je viendrai placer, vérifier qu'ils sont bien plats, vérifier que les angles sont bons. Et comme ça, je suis sûr d'avoir un bon résultat sur toute la planche. Ensuite, eh bien, on vient poncer tout le dessous. On fera aussi pareil pour le dessus après. Donc là, le but, c'est de vraiment retrouver une surface la plus plane possible. Donc on va venir tranquillement poncer avec une vitesse de rotation un peu plus élevée. Ça permet de travailler un peu plus à plat et de quand même manger assez de résine pour ne pas y passer 3 jours. Donc vous voyez, il y a des petits plis dans lesquels se cale la poussière. Donc c'est pas grave, je vais venir les poncer tranquillement pour avoir un dessous de la planche qui va être vraiment bien plat, bien nickel. Et vous voyez, ça y est, ça commence à être propre, ça commence à ressembler à quelque chose. Alors après, je descendrai un peu dans les grains. Là, je suis au 180, je mettrai un coup au 400, peut-être même au 600 ou au 800, pour avoir quelque chose de bien propre, bien joli, qui fasse pas trop poncer, pas trop mat, au cas où je le peins et je le vernis avec quelque chose. C'est mieux de descendre au moins jusqu'au grain 400. Donc voilà. Quand vous avez fait le dessous, eh ben, vous venez faire le dessus exactement de la même façon. Alors là, attention à ne pas poncer trop fort, parce que là, pour le moment, c'est le côte fin qui est là. Je vais refaire un côte derrière par-dessus ça. C'est pas obligatoire, vous pouvez laisser votre côte comme ça et venir peindre et vernir. Vous voyez ici, la ponceuse, la résine avait comme pas 100% complètement durci. T'entends la ponceuse accrocher un peu trop. La résine manquait un tout petit peu de durcissement, je suis allé un tout petit peu vite sur cette étape là, c'est pas grave, ça marche quand même, mais c'est pas génial. Ça peut faire un peu plus des traces, vous voyez, la ponceuse a un peu plus de mal à retirer de la matière, elle a tendance à coller un peu, donc c'est pas grave. Simplement ici je reviendrai faire un coat. Si vous êtes un peu pressé, faites directement un coat épais au pinceau du premier coup, vous embêtez pas à en faire deux, franchement ça vaut pas trop la peine. Donc voilà, quand vous avez fait, disons que vous avez fait vos deux côtes, et ben vous venez reponcer exactement de la même façon ici, on va tout poncer nickel jusqu'à un grain 400-600, et quand on aura fait ça, ben ensuite on pourra venir décorer un peu tout ça. Mais avant, on va quand même devoir venir retravailler un peu, ou percer pour mettre les ailerons, et percer pour mettre nos chausses ou nos straps. Donc vous voyez, on a encore un peu de travail sur cette planche avant de pouvoir la décorer. Donc voilà, là je prends mon temps en ponçage pour obtenir quelque chose qui va ressembler à ça une fois que j'ai refait un côte. Donc là vous voyez, j'ai fait un deuxième côte par-dessus, exactement de la même manière, sauf que cette fois j'avais un pinceau. Donc vous voyez, le deuxième côte est beaucoup plus miroir, il est beaucoup plus joli. Le carbone il déchire dessous, c'est vraiment magnifique. Et là j'ai mes petits ailerons que j'ai achetés pas cher et franchement ils sont pas géniaux. Si j'avais le choix je reprendrais pas ça, ils sont trop gros. Mais bon, j'ai ça sous la main, donc tant pis, je vais mettre ça pour le moment, je les changerai plus tard. Donc là, je vais prendre un grand, quelque chose de droit, puisqu'en fait, je veux tracer l'axe de mes ailerons là-dedans, puisque je n'avais pas tracé d'axe précis à cet endroit-là. Donc je vais le caler au centre des deux côtés pour avoir vraiment un aileron qui est parallèle à l'axe de la planche, à l'axe de navigation de la planche. Donc pour ça, j'ai besoin de quelque chose de droit et je vais le caler vraiment au même niveau des deux côtés. Et ça va me permettre de tracer une ligne bien droite sur le dessous, sur mes endroits où il y a les ailerons. Puisque les ailerons, il faut bien que je les place dans la petite zone de résine préparée à cet effet, sinon ça ferait prendre l'eau au noyau et ce serait pas bien du tout. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté, évidemment, pour venir avoir mes traces sur mes 4 emplacements d'ailerons. Et quand ça se sera fait, et je pourrai mesurer l'écartement des ailerons et venir percer. Donc là, comme je vous le disais exactement de la même manière, je fais très attention, je place au millimètre. Quand c'est bien placé comme il faut, je regarde un peu de loin que je suis au même niveau des deux côtés, je viens faire une dernière petite vérification et je trace. Quand ça c'est tracé, je prends ma mesure en mon pas de vis, l'écart qu'il y a entre les deux trous qui sont dans l'aileron, puisque le but c'est d'avoir des trous qui permettent de visser l'aileron au travers de la planche, par le dessus. Et du coup, je vais prendre ces mesures et je vais venir les reporter à une certaine distance du tail à chaque fois. Donc en fait, je vais placer un premier trait, je vérifie que ça rentre bien évidemment là-dedans, mais ça il fallait le vérifier au tout début. Et donc quand là c'est le cas, en fait je vais prendre une mesure sur mon trait depuis l'extrémité de la planche. Ici de mémoire c'est 7 cm et je vais ici tracer à 7 cm mon premier trait et ensuite je trace à la bonne distance le deuxième trou que je vais devoir percer. Donc là, j'ai réparti mes deux traits le mieux possible. Je viens un peu vérifier, réfléchir et vérifier que tout est bon. C'est bien le cas. Et là, je viens faire la même chose de ce côté. Donc vous voyez, j'ai déjà mis mes traits et je regarde si tout est bon. Le but, c'est d'avoir ces ailerons exactement à la même distance et exactement selon les mêmes mesures de chaque côté. Donc prenez bien le temps de faire ça correctement. Sinon, ça ne va pas être joli. Allez, une fois que ça c'est fait, on va prendre la visseuse, enfin la perceuse avec un foret de 5. Alors,
pour info, finalement, j'ai repercé avec un foret de 6 derrière. Donc, ceux qui veulent faire avec un foret de 6 direct, si vous avez les mêmes vis ou les mêmes ailerons que moi, vous pouvez faire avec un foret de 6 direct. Le problème du foret de 5, c'est que la vis passe bien, mais il y a un tout petit décalage avec l'aileron qui fait que c'est difficile à serrer, ça tord un peu la planche, c'est pas ouf. Donc, c'est beaucoup mieux avec quelque chose d'un peu plus large. Donc, voilà, n'hésitez pas, plutôt un foret de 6 qu'un foret de 5. En tout cas, ici, vous voyez, je vais venir percer tranquillement au travers de la planche. C'est toujours un petit moment un peu stressant parce qu'on veut être sûr de ne s'être pas trompé. Mais bon, normalement, si vous avez bien mesuré, il n'y a pas de problème. Et là, on vient percer doucement. Alors, forcez pas trop, pareil, ça peut créer des petits coups de délamination si vous forcez trop au travers sur la fin et que ça vient pousser la fibre en dehors de la planche. Donc, on vient percer vraiment tranquillement comme ça. Vous voyez, on souffle un coup, on vérifie que notre perçage est beau et propre. Là, c'est bien le cas. Et quand c'est ça, vous pourrez faire exactement la même chose de l'autre côté, puisque voilà, votre but c'est d'obtenir des beaux trous comme ça, bien sympa, bien nickel. Et vous pouvez retourner la planche pour vérifier que ça a bien travaillé, que ça n'a pas abîmé le carbone. Là, c'est vraiment nickel, parfait. De l'autre côté, c'est nickel aussi. Et ici, c'est nickel. Là, je suis vraiment hyper satisfait du résultat. Franchement, c'est bien joli, bien clean. Maintenant, on va rentrer un peu dans le vif d'un sujet un peu différent qui va être de devoir retrouver nos inserts. Parce que je vous rappelle, on avait mis des petites billes en néodyme à l'intérieur de nos inserts et en fait, le petit problème qu'on a, c'est que maintenant, on va devoir les retrouver. À travers le carbone, c'est toujours ultra stressant parce que percer à 2 ou 3 mm trop sur le côté, ça foire toute la planche et tout le travail qu'on a fait jusque-là. Donc, je viens avec des petites vis chercher mes billes et chercher mes inserts par effet de démentation, parce que la vis, je vais le sentir, va rester bloquée à un endroit. Et donc, j'ai inventé un peu ce petit système où il y a une bille en néodyme à l'intérieur, je mets une petite vis par-dessus, et en fait, je sais pas vraiment comment dire, je vais un peu trianguler le truc, c'est-à-dire qu'en fait, je vais pousser la vis sur les 3 cardinales, donc nord, sud, est, ouest, donc de gauche, droite, au bas, au maximum jusqu'au moment où elle s'arrête et elle revient en place. Et en fait, quand elle fait ça, je vais faire un petit trait sur le côté, je vais faire la même chose en bas, la même chose à droite, la même chose à gauche. Et en faisant ça, je vais me retrouver avec 4 traits et j'aurai juste à prendre le centre, quelque chose pile au milieu de ces 4 traits et ça me donnera ma zone de perçage. Donc j'en profite quand même pour vérifier que mes vis sont au bon écart pour les chausses. Je crois que c'est 15,3 cm, quelque chose comme ça. Et du coup, je vais vous montrer d'un peu plus près ma technique. Donc là, j'ai mis la petite bille en néodyme pour retrouver facilement l'emplacement. Une fois que la petite bille, elle m'a donné l'emplacement, je vais pouvoir prendre ma vis, venir la mettre là où elle doit être. Hop, là, je l'ai reperdu, tant pis, c'est pas grave, je vais rechercher jusqu'à ce que je trouve. Voilà, vous voyez, elle s'est placée comme il faut. Toute seule, donc là, je vais la pousser au max vers ma droite et je fais un trait le long de la vis. Je vais la pousser au max vers la gauche et je vais faire un trait le long de la vis. Et je vais maintenant pouvoir la pousser au max vers le haut, comme ça, voilà, au max, jusqu'à ce qu'elle revienne. Et là, je vais pouvoir faire un trait le long de la vis. Et je vais faire encore exactement la même chose vers le bas. Et vous voyez, je vais me retrouver avec un petit carré. Et en fait, il faut que je trouve le centre précis de ce carré et ça va vraiment me donner l'insert. Je trouve que cette technique, elle est plus précise et mieux que de juste prendre la vis et de tracer autour, quelque chose comme ça, parce qu'en fait, c'est assez imprécis. Il y a une zone de quand même, vous voyez, ça fait 1,5 cm dans laquelle la vis tient. Donc c'est pas ouf. Donc là, je vais marquer avec un petit coup de cutter le centre. Et quand j'ai bien marqué le centre de mon insert, de là où je dois percer, et je prends un foret de 8 et je viens percer jusqu'à l'insert. Et là, on prie pour bien tomber dans le métal. Et là, vous voyez, je tombe nickel dans le métal. Je fais pareil avec le deuxième qui est à côté. Donc là, c'est très satisfaisant quand on tombe pile au milieu dessus parce que ça montre qu'on a quand même bien bossé et je suis hyper satisfait. Comme je vous disais, c'est quand même une étape qui peut être un peu stressante puisque ça te demande vraiment, on va dire, de bien viser, de ne pas se tromper et de faire très attention parce que si on perce au mauvais endroit, il y a vraiment tout qui est fini, quoi. Donc voilà. Ici, ça a été percé comme il faut. Une fois que ça a été percé comme il faut, on va mettre en fait un coup autour avec quelque chose de plus large. Donc c'est un petit outil comme ça qui est avec un foret qui est fait normalement pour faire des trous pour les têtes de vis. Simplement ici, je l'utilise pour écarter la fibre autour de l'insert et venir le libérer et que ça laisse assez d'espace pour venir visser, mais aussi venir enlever le petit capuchon et la petite bille qui était bloquée dans l'insert. Donc voilà, je vais venir comme ça tranquillement écarter le tout avec ma visseuse et ce petit outil qui permet normalement de faire les têtes pour les espaces pour les têtes des fraises de vis.
Donc ceci étant dit, on va se lancer une grosse mission ponçage. Donc on va tout reponcer encore une fois avant de pouvoir tout vernir. Donc ici sur le dessous, je mets un grain plus élevé. Je vais monter jusqu'au 800 sur le dessous pour vraiment avoir un super résultat le plus propre possible. Pour le moment, j'ai commencé au 240. Et une fois que j'ai mis un bon coup sur le dessous, je vais aussi venir mettre un bon coup sur les côtés et sur le dessus. Donc là, vous commencez à connaître le business, hein. On va venir poncer tranquillement, prendre notre temps et venir tout mettre bien à plat, descendre dans les grains, venir passer des grains les plus épais aux grains les plus fins en prenant bien notre temps pour vraiment avoir le meilleur résultat possible. Je vais aussi retravailler tout le rail parce qu'il restait des petits bouts de bois par endroit et je voulais commencer à les enlever avant de vernir tout ça et d'avoir un truc bien propre. Donc je vais aussi venir travailler un bon coup tout mon rail en plus du dessous et du dessus. Donc là, voilà, on prend son temps. Et voilà, vous continuez, hein, vraiment toujours de cette manière-là. Donc sur le dessus, par contre, on forcera peut-être un peu moins que sur le dessous avec du 800. On viendra juste mettre un coup avec du 400. Ça suffira largement pour avoir une bonne accroche de notre vernis et de notre peinture. Donc voilà, je vais poncer jusqu'au grain 400 dessus, 400 sur le rail et un petit coup 800 dessous parce que j'avais vraiment pas d'idée de déco à ce moment-là. J'ai décidé de décorer que le dessus en me disant que je décorerais peut-être un autre jour le dessous ou peut-être jamais, on verra. En tout cas, ça m'allait bien comme ça et du coup, j'ai continué de poncer un peu tout ça. Et là, on arrive à la partie que vous kiffez le plus, je le sais, je vous vois, à chaque fois ça fait des vues sur TikTok, c'est la décoration de la planche. Donc là, j'étais pas hyper inspi, je voulais un truc simple et je voulais qu'on voit un max de carbone parce que le carbone est vraiment magnifique sur cette board. Donc on va dire que la base de la déco, ça va être ce carbone verni en mat, ça va être magnifique de loin, ça donnera l'impression que c'est noir et au soleil ou de près on verra tous les reflets et le style du carbone, ça va être génial. Mais je me suis quand même dit, il faut que je mette 2-3 petites couleurs pour casser un peu ce côté trop noir. Donc j'ai décidé de faire un petit surépaisseur de la couleur avec de la couleur sur les tips là comme ça, donc c'est ce que je suis en train de faire là. Je vais couper l'excès de scotch ensuite. Et je vais faire 3 petites bandes aussi sur le milieu de la planche ici. Donc je mets mes scotch et j'en enlèverai un au milieu. Comme ça, ça me donne un repère et ça permet d'avoir des bandes qui ont bien la même largeur tout le long puisque j'utilise le scotch comme repère. Donc voilà, il va y avoir les tips d'une couleur chacun et 3 petites bandes au milieu. Je pense que ça va être bien sympa, ça va être assez original, mais ça va rester light comme déco, donc ça va être cool. Ici, j'enlève ces 3 petits scotch du coup pour trouver mes 3 petites bandes équitables ici. Et je vais protéger tout le reste du carbone avec des papiers que j'ai trouvé et du scotch pour éviter qu'il y ait de la peinture qui se mette sur le carbone. Comme ça, au moins, j'aurai pas besoin de reponcer derrière et ce sera tout bien propre, bien nickel. Donc, il faut toujours bien prendre le temps de venir appuyer son scotch à balle. Sinon, ça fait des traces avec la peinture. Donc, il faut bien tout venir appuyer, bien tout sécuriser. C'est assez important. Ça permet d'éviter d'avoir des traces de peinture un peu bizarres derrière. Donc vous voyez avec mes doigts je viens tout appuyer bien et je reprends un petit bout que j'ai coupé pour venir finir de calfeutrer cette zone qui restera en carbone ici. Donc voilà, c'est aussi simple que ça, hein. On prépare bien, la peinture c'est toujours beaucoup de préparation. Et quand tout a été préparé, on va prendre nos bombes de peinture et on va venir commencer à peindre un peu tout ça. Donc là j'ai commencé par le bleu clair, j'ai déjà fait le tips là-bas en bleu clair et là je vais lancer un peu les 2 bandes qui vont être chacune sur les côtés comme ça ici. Vous voyez, ça, on commence à avoir déjà un peu une idée de ce que ça va donner. Je mets toujours un petit coup de pchit à l'envers avec la bombe. Ça permet d'éviter de trop obstruer la capsule. Et là, je prends le bleu foncé. Donc voilà, je vais avoir une espèce de rappel bleu clair, bleu foncé. J'aimais bien ces couleurs, j'avais peint récemment une autre planche avec ces couleurs-là et je voulais les réutiliser de manière un peu moins présente que ce que j'avais fait sur l'autre planche parce que vraiment j'aimais bien. Donc là, je vais inverser les 2 bandes avec juste une espèce de léger dégradé à la bombe naturelle. Et comme ça, ça va donner un style un peu sympa à la planche dès que je retirerai les scotch. Là, je laisse sécher un bon moment et je viens reprendre d'autres scotch. Donc là, cette fois, je les mets par-dessus. Je les appuie pas au milieu parce que la peinture n'est pas encore 100% bien sèche et je voulais avancer et pouvoir tout laisser sécher d'un coup et pas avoir à attendre pendant 2 heures que ça sèche en pouvant rien faire d'autre. Donc j'ai décidé de faire ça comme ça. Je fais comme un petit tipi en fait avec du scotch par-dessus la bande de peinture. Bon, elle est déjà quand même bien séchée donc même si ça touche un peu en vrai ça devrait aller. Mais bon, je vais
quand même pas aller jusqu'à venir appuyer du scotch dessus. Je veux pas prendre le risque d'abîmer ou de détruire la peinture que je viens de faire. Donc je viens quand même appuyer beaucoup sur le bord pour éviter que les peintures de couleur que je vais mettre maintenant puissent venir tenter de se mettre dessous. Et là, on va s'éclater un peu plus, on va prendre pas mal de couleurs. Donc une fois qu'on a bien appuyé partout sur cette petite bande de caoutchouc, on va pouvoir prendre toutes nos couleurs ici. Donc là, je vais faire une petite bande couleur arc-en-ciel. Ça va être assez sympa. Donc j'ai sélectionné un peu tout un dégradé comme ça de couleurs. J'aime bien faire ce genre de dégradé sur des petites bandes un peu fines comme ça. Je trouve que ça donne un côté très sympa. Surtout avec le noir autour, ça va être vraiment très cool. Donc là, c'était des vieilles bombes que j'avais. Donc j'ai un peu galéré à sprayer correctement. J'ai dû repasser plusieurs fois. Vous voyez, j'ai dû enlever un peu, j'ai dû remettre. Parce que voilà, les caps et les... En fait, il y a un petit tube en plastique dans la bombe qui vient chercher la peinture au fond. Et en fait, je pense qu'avec le temps, ça a tendance un peu à sécher dedans, à s'obstruer. Ça a du mal à venir se mélanger jusque dedans et ça a un peu de mal à ressortir correctement. Donc voilà, je fais mon petit dégradé de couleur progressif, tranquille. Je remets un peu de jaune, vous voyez, si je voyais qu'il n'y en avait pas assez, si ça me plaisait pas. Et là, je vais être quand même assez satisfait du truc. Donc on va pouvoir passer à l'étape que vous préférez très largement à chaque fois aussi, qui va être le déballage de la planche. Donc là, on va vraiment pouvoir venir révéler le résultat de cette petite board qui du coup commence à être fini là. On n'aura plus qu'à visser les ailerons, à vernir et on va être bon quoi derrière. Donc ici, on va pouvoir décoller nos scotch tranquillement pour venir voir le résultat. Normalement, si on a bien bossé, qu'on a bien appuyé sur nos scotch, on devrait avoir des délimitations plutôt belles, plutôt propres. Et là, voilà, moi, j'adore, je suis trop content. J'avais quelques petits doutes au début sur cette idée de déco. Finalement, c'est complètement ma boule. J'adore le résultat. Vraiment, je trouve que ça ressemble à une planche un peu de série, un peu simple, mais trop cool. Ça fait vraiment très haut de gamme avec tout ce carbone bien noir qui reste comme ça là. Donc beaucoup trop content du résultat de ça, c'est à chaque fois un vrai cadeau de déballer comme ça tranquillement, de tout retirer. Alors évidemment tout n'est pas 100% sec, donc on fait bien attention à où on met ses doigts. Il faut essayer de ne pas laisser, comme je viens de le faire là, des choses sur la peinture. On essaie de bien laisser le temps à la peinture de sécher et aussi de rien mettre par-dessus. Et comme je vous disais, si vous arrivez à retirer vos scotch avant que la peinture soit réellement complètement sèche, c'est toujours mieux puisque ça vient se séparer un peu mieux, un peu plus proprement. Et donc ça pourrait éviter de craqueler un peu la peinture ou de l'endommager un petit peu. Donc voilà, vous voyez, je viens retirer les derniers bouts de scotch qui sont présents sur les tips. Et donc ça va nous donner vraiment l'idée du résultat final de notre planche, mais on va vraiment voir à quel point elle est cool que quand elle sera vernie, puisque là elle a encore son aspect un peu mat, un peu poncé, légèrement irrégulier du ponçage. Oh là là, regardez-moi ça, c'est magnifique, c'est une tuerie cette board. Vraiment là, je suis trop content. C'est un moment où on comprend que tout le boulot a vraiment valu la peine. Donc là, j'ai mis des petits bouts de scotch dans les inserts pour pas qu'ils se remplissent de vernis. Et là, je viens tranquillement sprayer une bonne couche de vernis mat sur toute la planche. Donc là, le but, c'est de bien tout recouvrir. Ça va venir la protéger. Ça va vraiment augmenter la durabilité de notre déco et de la planche. Et le but, c'est d'obtenir une couche bien uniforme de vernis. Donc vous voyez, je commence progressivement, j'avance. Il y a quand même de la surface, donc il ne faut pas avancer trop vite. On spraye à 15-20 cm de la planche, c'est ce qui donne le meilleur résultat. On essaye de ne pas sprayer le vernis sans bouger la bombe parce que sinon ça fait des tas et ça fait des coulures et ça sèche pas bien et c'est vraiment pas propre. Donc on essaye d'en poser simplement une couche fine. Vous voyez, on voit bien quand la couche est posée, ça fait quand même une couche qui donne un aspect humide à la planche. Le temps que ça sèche, ça va rester comme ça, c'est normal. Et vous allez devoir faire toute la planche comme ça. Donc là, vous voyez, je viens la retourner pour avoir un peu mieux accès à la deuxième partie de la planche que je veux vernir. Donc on fait attention à surtout pas toucher le vernis avec les doigts, hein, bien sûr, puisque là, la finition est assez importante. On veut vraiment avoir la plus belle finition possible et pour ce faire il faut venir vernir tranquillement, essayer de bien répartir ce vernis sur toute la planche. Donc vous voyez, pour le moment ça fait un côté un peu brillant, mais vous verrez qu'en séchant ça va reprendre son côté mat. Mais c'est assez fou parce que ça fait un côté mat, mais quand on met la planche au soleil, on voit une espèce de brillance du carbone qui ressort à travers le côté mat. Franchement, c'est indescriptible à quel point c'est incroyable. Le carbone verni en mat, c'est vraiment de très très loin un des trucs que je préfère.
Donc quand votre première couche aura séché, vous reprenez votre bombe et vous remettez une deuxième couche sur toute la planche. C'est toujours mieux d'avoir 2 couches, je trouve que ça fait un résultat plus fini, plus propre, plus régulier avec 2 couches et ça a aussi le vrai avantage de là vraiment protéger beaucoup plus la planche encore. Donc ouais, je vais toujours venir mettre une deuxième couche de vernis, je suis plus satisfait des résultats avec une deuxième couche de vernis. Et du coup, pour faire ça, exactement la même méthode, hein, on va revenir projeter notre vernis sur toute la planche tranquillement. Et on va bien faire attention à ne pas s'arrêter quelque part, ne pas faire de surépaisseur de vernis. Et donc, une fois que tout ça, ça a été verni, on laisse tout bien sécher tranquillement et on va pouvoir passer à une des meilleures étapes qui est de visser les ailerons, les straps et d'aller tester tout ça à l'eau. Donc, ici, comme je vous disais, j'ai repercé à 6 mm parce que c'était un peu trop difficile de visser correctement les ailerons et j'avais peur que ça abîme un peu la planche de forcer trop. Donc j'ai repris un foret de 6 et j'ai repercé mes trous qui étaient en 5 mm en 6 tranquillement pour que ça rentre mieux. Alors ça a vraiment bien marché, c'était nickel. Donc là j'ai pris mes petits ailerons et les vis qui allaient avec. Alors c'est pas mal ces petits ailerons parce qu'ils sont livrés avec une petite coupelle en plastique par-dessus qui vient accueillir la tête de la vis. C'est un peu plus sain, ça permet de serrer fort sans abîmer la planche en forçant les vis à l'intérieur, sinon il faudrait venir un peu pré-percer le dessus pour que la vis matche bien avec la planche sans forcer trop sur un point précis qui pourrait abîmer un peu sur le long terme. Donc là, toujours comme un bourrin avec la visseuse hein, pour changer, j'ai pas beaucoup de patience pour visser les trucs avec autre chose qu'une visseuse. Donc je viens serrer, tanker tout ça bien comme il faut et je vais mettre mes 4 ailerons comme ça. Donc il faudra tout vérifier que tout ne bouge pas. Il faut bien que les ailerons ils soient vissés au max parce que sinon vous risquez de les tordre ou même de les arracher. Donc vraiment l'aileron, surtout que là c'est un peu des plus gros ailerons que d'habitude, il faut pas hésiter à bien les serrer, bien les tanker. Il faut pas tout exploser non plus, mais voilà. Donc là j'ai pris mes chausses sur mon ancienne planche que j'avais fabriquée aussi avant, celle que vous avez vue au tout début de la vidéo en fait. Et je les vire de cette planche et je vais les mettre sur la nouvelle planche. Donc là, si vous avez des straps, vous mettez des straps. Il faut bien faire attention, comme je vous avais dit au tout début, d'avoir des straps qui se règlent en termes d'angle sur le côté. Ou alors, si c'est pas le cas, mais je vous le recommande pas, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de straps qui se règlent pas, et dans ce cas, il faut décaler vos trous et il faut prendre des mesures sur une planche de kite pour décaler vos trous au bon angle. Vraiment, c'est quelque chose que j'aime pas. Moi, j'aime bien pouvoir jouer sur l'angle. Je trouve que c'est hyper important. Donc, je vous invite vraiment à favoriser de toute façon des straps qui se règlent en termes d'angle ou les boots de toute façon de wake ou de kite, elles vont se régler naturellement en termes d'angle. Donc, vous n'aurez pas de problème avec ça. Ici, on vient tout visser correctement. Évidemment, il faut vraiment bien les serrer. Il ne faut pas que ça s'arrache, il ne faut pas que ça abîme les trous. Donc, il faut avoir les bonnes vis aux bonnes dimensions. Mais normalement, si vous avez bien mis vos inserts le plus haut possible, ça devrait se visser comme il faut sans problème. Donc là, je mets un premier coup à la visseuse et à la fin, je vais prendre un tournevis pour venir tout resserrer un dernier coup, vraiment nickel. Et voilà, trop content, mais incroyable cette board les gars, le résultat est complètement fou et on va pouvoir aller tester ça tout de suite. Je vous montre ça, ce que ça a donné en test. Et du coup, je suis parti kiter.